Aujourd'hui, on va parler de Tesla qui, en l'espace de 10 ans, a fait un bond de plus de 8000% et qui aujourd'hui finit aux alentours des 260 $. Alors, on voit sur les 10-15 dernières années, 12 dernières années, que le revenu, enfin le chiffre d'affaires est croissant et même en très forte progression puisqu'on voit bien que on était à une centaine de millions de chiffre d'affaires et aujourd'hui à 80 milliards. Donc c'est une explosion phénoménale. On voit bien qu'on a eu un décollage vers 2017-2018 où on a commencé vraiment à faire du chiffre et à grossir. On voit aussi ici que les revenus nets ont suivi. Alors on était pendant des années négatifs, logique, puisque si on est dans une phase de croissance et surtout qu'on est au début de cette phase de croissance, c'est-à-dire encore une start-up, même si start-up est un mot qui veut tout et rien dire, mais globalement il est évident que quand on réinjecte absolument tout ce qu'on a et qu'on crame beaucoup d'argent pour ou des projets, des prototypes, ou même pour la publicité, le marketing, tout ça, on a un résultat final qui est dans le négatif. Mais on voit bien qu'on est passé du négatif au positif et que 2020 a été la première année de positive pour Tesla où ils ont enfin pu gagner de l'argent. Et on est quand même passé d'un sacré bond puisqu'on était négatif, donc à moins 1 milliard en général, et on voit bien qu'on est passé à 700 millions, 5 milliards, 12 milliards, et aujourd'hui on est à 12 milliards 5, donc on est vraiment sur quelque chose de pas mal. La marge nette est vraiment pas mauvaise non plus, surtout pour un constructeur automobile. Alors parce que Tesla fait aussi d'autres choses, mais il est quand même positionné en grande partie sur les véhicules électriques, soit camions, voitures, ou même tout ce qui est véhicules militaires, blindés. Mais on est quand même globalement sur du positionné, en tout cas aujourd'hui, puisque on le verra dans la prochaine vidéo d'analyse un peu plus en profondeur, c'est pas vraiment le seuil, le segment de marché, même si c'est une pierre angulaire quand même, mais ce n'est pas la finalité. On voit ici quand même qu'on était donc à moins 10% et que, alors si on zoome un petit peu, forcément, hop, on est passé aujourd'hui sur des marges qui sont bien nettement positives de 2, 10 à 15%. 15% pour un constructeur automobile, c'est relativement haut. En général, on est entre 5 et 10%. On a un petit peu plus pour Stellantis qui a fusionné, mais qui est dans des conditions particulières puisque elle a fusionné avec un énorme constructeur à côté. Ils ont pu mettre en commun beaucoup de technologies, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'usines d'entrepôts. Forcément, la marge est un peu au-dessus de 10% parce que s'ils ont bien géré cette fusion, ce n'est pas étonnant que derrière, on ait des marges qui ont augmenté. Mais d'habitude, les autres constructeurs sont entre 5 et 10% et on a quelques constructeurs un peu luxueux type Mercedes ou encore au-dessus Porsche qui peuvent atteindre des marges aux alentours de 12-15%. On ne parle pas après de tout ce qui est l'ultra luxe, Ferrari, Lamborghini, etc. Puisque là, on n'est plus du tout dans l'automobile, on est plus dans un marché où on vend un produit de luxe. L'automobile n'est presque qu'un élément secondaire de la marque. Mais donc, pour en revenir, on se situe sur le même segment que les premiums, donc tout ce qui est Mercedes et Porsche. Ce qui est quand même pas mal pour une entreprise qui a été créée relativement récemment. On voit ici le nombre d'actions en circulation. Mauvais point pour moi parce qu'on est quand même dans une sacrée croissance. Alors même si on sait qu'une entreprise en croissance peut choisir deux pans, c'est-à-dire la dilution des actionnaires pour gagner toujours plus d'actions, enfin pour vendre toujours plus d'actions et avoir des fonds et pouvoir investir. On a aussi souvent, c'est très américain et surtout pour les valeurs de croissance, de redonner des actions aux salariés, tout simplement pour les impliquer plus parce que forcément si vous avez juste un salaire à la fin de l'année, vous vous donnez à la hauteur de votre salaire, et puis si votre salaire est constant et qu'il ne vous plaisait déjà pas beaucoup, vous n'allez pas vous donner à fond. Si derrière on vous rémunère une partie en salaire et une partie en actions, vous avez tout intérêt à ce que l'entreprise grossisse pour que vos actions valent un paquet d'argent plus tard. Donc c'est très US, c'est très américain et surtout sur les valeurs de croissance. Donc c'est un mauvais point pour moi d'avoir une telle croissance du nombre total d'actions en circulation, mais si les résultats sont là, disons que je pourrais effacer ça, mais quand même, mauvais point. Tesla n'est pas parfaite et ça, c'est un gros malus sur, en tout cas pour moi, sur mon ressenti, pour la note définitive. On passe au screener 2. Le screener 2, on a le rocher. Alors ici, on va le mettre là. On va le zoomer un petit peu. Le rocher, donc quand il est négatif, c'est normal, on était dans les phases de croissance et on le voit bien, jusqu'à environ 2020, on était dans le négatif, là où on disait que ça y est, Tesla commençait à être positive et forcément, du coup, après, on est positif. On a un rocher de 33%, à voir si c'est tenable dans le temps ou si on va redescendre, si c'était juste une année exceptionnelle, ou même si on va rester sur un plateau. 33%, c'est très très bon et c'est excellent pour de la construction automobile. Donc,
on est sur une entreprise qui a un bon taux de réinvestissement, qui est du coup sûrement qui possède un rempart concurrentiel phénoménal, ou qui possède des brevets et des technologies et une avance sur ses concurrents qui fait que, c'est un rempart concurrentiel, mais aussi que l'effet marketing est puissant et que chaque réinvestissement procure un effet immédiat qui fait qu'on est plus efficient, plus efficace, plus économe, mais aussi un effet sur le consommateur ou sur même la population en général pour dire venez chez nous, achetez chez nous, regardez, on sait faire ça, on sait faire ça. L'année dernière, on a découvert ci, aujourd'hui, on a découvert ça en plus, etc. Donc, on a sur un roadshow qui est quand même bien performant, en belle croissance. C'est vraiment exceptionnel, 33%, c'est incroyable. On a maintenant le free cash flow. Le free cash flow, comme vous le savez, je le regarde souvent tout simplement parce que les bénéfices nets veulent tout et rien dire. Alors les bénéfices nets, quand ils sont en croissance et qu'ils sont positifs, sont forcément une bonne nouvelle. Mais dans les bénéfices nets, on peut intégrer de l'amortissement, de la dépréciation, on peut intégrer tout un tas de choses, ce qui fait qu'on peut leurrer. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a beaucoup d'entreprises où le free cash flow et les bénéfices nets sont quasi identiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres entreprises sur des segments bien particuliers et les startups et les sociétés de croissance peuvent être dans ce cas-là où on déprécie énormément de choses, on stocke tout dans d'autres cases, ce qui fait que l'argent qu'on gagne n'est pas réellement de l'argent qu'on gagne. Parce que forcément, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, allez voir dans mes vidéos précédentes, j'explique la différence entre free cash flow et le bénéfice net, par exemple pour un boulanger, et on voit bien qu'on peut passer de 1 million d'argent dans les caisses à seulement 1000 euros d'argent dans les caisses, mais avec 1 million inscrit quand même sur les bénéfices nets. Donc j'aime bien voir les free cash flow, en constante augmentation aussi, en positif depuis 2020, logique aussi, ça suit la courbe, et on voit bien quand même qu'on passe à 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, et maintenant 7 milliards 5. Donc une belle progression, j'espère que ça va continuer, on verra bien. Un price to free cash flow pour voir justement combien de fois, en bout de combien de temps, combien d'années, combien d'exercices fiscaux je vais récupérer ma mise. Bon, sur Tesla, il faut être patient, on est aux alentours de 147. Alors c'est un chiffre qui est énormissime, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'alarmant puisque quasiment toutes les startups et toutes les valeurs de croissance, même si bon, Tesla on ne peut plus dire que c'est vraiment une startup vu la capitalisation, mais on est quand même toujours sur une phase de pseudo-croissance, en tout cas on l'était jusqu'à il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on verra que dans la vidéo prochaine que c'est plus vraiment le cas, même s'il va y avoir une croissance, c'est pas le contraire, mais on n'est plus dans cette phase explosive de croissance. On va être dans le moment maintenant où on engrange les bénéfices, mais valoriser 147 fois, c'est quelque chose qui est énorme, c'est quelque chose qui, du coup, n'est pas forcément un signal mauvais. Ça veut juste dire que vous allez mettre très très longtemps au rythme actuel pour retrouver votre argent, pour retrouver vos bénéfices et votre retour sur investissement. Mais alors comme d'habitude, cet indicateur-là tout seul ne veut rien dire. 147, c'est énorme. Ça veut dire que si Tesla continue à garder les mêmes marges avec le même chiffre d'affaires, bref, à gagner le même argent à la fin de l'année, l'action que vous allez acheter, vous serez rentable dans 147 années. Mais si la croissance double tous les ans, on comprend bien tout de suite que finalement, ce ne sera pas au bout de 147 ans. Si l'année 1, vous gagnez 1, l'année 2, vous gagnez 2, l'année 3, vous gagnez 4, et l'année 4, vous gagnez 8, etc. Et 8, 16, 32, 64, 128, 256, on comprend bien qu'en quelques années, vous passez de 1 à 256, ce qui fait que vous gagnez 256 fois plus que la première année. Si on est dans ce genre de cas, forcément, on n'est plus sur un PER ou un price to free cash flow de 147. Maintenant, c'est un risque à prendre aussi, parce que si la croissance n'est pas au rendez-vous, vous allez payer très très cher votre action à l'état actuel. Si elle ne double pas tous les ans, mais qu'elle double tous les 5 ans ou tous les 10 ans, bah oui, vous passerez de 147 années à seulement 70 ou 60 années. Mais dans 60 ans, vous vous en fichez un peu de retrouver votre argent uniquement dans 60 ans, ce n'est pas considéré comme un bon investissement. Donc, pour moi, c'est très haut. Pour moi, ce n'est pas oui, sauf cas exceptionnel avec un nouveau marché, une nouvelle signature d'un nouveau contrat qui ferait que l'année prochaine ou dans les 2-3 ans à venir, ça va littéralement exploser et que ce chiffre-là ne veut rien dire de 147 puisque les bénéfices futurs vont être colossalement plus grands qu'aujourd'hui. Mais sinon, pour moi, aujourd'hui, c'est non, mais ce n'est pas une mauvaise chose due à l'entreprise, c'est le cycle normal d'une entreprise qui est en croissance et qui est en développement. On a des price to free cash flow et des PER très élevés. Si on passe au screener 3, j'ai remis les revenus nets pour un rappel, le PE ratio, donc le PER. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce que regarde le marché. Moi, je regarde le price to free cash flow pour savoir quand est-ce que je serai rentable, mais le marché regarde le PER. Et le PER, pareil, on est dans quelque chose qui est très élevé. En général, les valeurs de croissance sont entre 30 et 50.
On a quelques pics, quelques exceptions à 80, 100 et plus. Tesla en fait partie. On a un PER de 74, ce qui est énorme, ce qui est très gros. Mais encore une fois, prix tout seul, ça ne veut rien dire. Si les bénéfices doublent tous les ans ou tous les 2 ans, forcément, ce PER là, si vous achetez aujourd'hui, il ne veut plus rien dire puisque dans 5 ans, on n'aura déjà plus du tout les mêmes revenus qu'avant. Si je reviens sur le screener 1, juste pour vous exposer ce que je raconte, mettons que ici, on va se mettre là, mettons que ici, à 700 millions, vous ayez eu un PER de, bon, on va prendre tout simplement, alors 2020, on va se prendre en novembre, décembre 2020, on va aller voir le PER, donc hop, en 2020, on était novembre, décembre 2020, on était à 1130, donc il vous faudrait 1100 années pour récupérer votre mise. Bon, mettons, on arrive ici, et on voit bien que donc 700 millions ici, aujourd'hui, on gagne plus de 12 fois, parce que si on fait 12 divisé par 7, alors hop, si on prend un 12,58 divisé par 0,7, vous avez fait x18, on va arrondir, vous avez fait x18 en 3 ans. Allez, 1, 2, 3, si vous étiez dans l'année fiscale ici, vous avez fait x18. Donc on comprend bien déjà qu'un PER de 1100, il est divisé par 18, puisque ici vous aviez pour 1100 années à raison de 700 millions d'euros par an. Si je reprends ma calculette, si on avait un PER de 1100 années, ce qui est complètement aberrant, on est d'accord, mais rien que déjà si on le divise par 18, on voit bien qu'on est à 61. Alors attention, 1100 c'était n'importe quoi, et 61 est toujours très élevé. Mais vous voyez la logique, on passe quand même de 1100 à seulement 61. Si dans encore, allez, mettons 5 ans, on divise encore par 10, vous aurez un PER de seulement 6. Alors le PER aura sûrement évolué d'ici là, mais par rapport à votre achat d'aujourd'hui, si jamais le cours, les bénéfices augmentent, font x10 dans les 5 ou 10 prochaines années, à ce moment-là où les bénéfices auront fait x10 par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entreprise gagnera 125 milliards par an de bénéfices, vous auriez un PER de 6 si vous l'aviez acheté aujourd'hui. Voilà l'idée. Donc le PER tout seul ne veut rien dire, il faut voir avec la croissance derrière. Et la croissance, ça se fait par des estimations, par des gros cabinets, par des grandes banques ou même par l'entreprise elle-même dans ses bilans, dans ses rapports ou dans ses présentations. C'est ce qu'on verra aussi dans la prochaine vidéo où on voit une extrapolation ou des anticipations, on va dire, de bénéfices projetés. Si on revient sur le screener 3, on a la dette qui était assez conséquente pour une entreprise en croissance. Quand on avait 9 milliards de dettes pour une entreprise qui ne rapportait pas d'argent, c'était logique. Et on voit bien que depuis 2020, depuis le 2019, la tendance s'inverse. Et depuis 2020, on a gagné beaucoup d'argent parce qu'on a vendu des véhicules. Et là, ça a bien marché. Et on voit bien que du coup, on est en trésorerie, on a 16 milliards de bénéfices. Pareil pour les capitaux propres qui augmentent de façon, je vais dire exponentielle peut-être pas, mais extrêmement rapidement. On a ici en 2020, on avait donc entre 4 et 6 entre 2007 et 2020, et on voit bien, on constate bien l'explosion ici avec les capitaux propres, les réinvestissements. Vous avez dû voir les gigafactories qui sortaient, qui émergeaient un peu partout. Forcément, on passe à la phase où quand le prototype fonctionne, que vous êtes au-dessus des concurrents en termes d'autonomie, etc. Parce que c'était le cas. Alors aujourd'hui, ça se discute apparemment, il y a des modèles qui sortent de chez d'autres constructeurs qui rivalisent ou qui rivaliseraient, à voir l'avenir si dans la pratique ce sera le cas, puisque chaque constructeur dit toujours que c'est son véhicule le meilleur. Il se trouve qu'en 2020-2021, c'était réellement Tesla qui était bien loin devant tout le monde, qui avait une longueur d'avance. Donc forcément, quand le projet fonctionne, qu'on est devant les concurrents et que visiblement, alors que ce soit le marketing ou même l'allure de la voiture, bref, dans tous les cas, ça se vend, ça fonctionne, forcément, on passe à l'étape suivante, on produit en masse. Et donc, il y a eu des gigafactories qui ont émergé, et donc forcément, on a derrière les capitaux propres qui augmentent colossalement. Et on voit ici la market cap, tout simplement parce que quand justement, dans ce cas précis, c'est exactement le cas, le nombre d'actions augmente complètement. On peut plus se fier du coup au prix de l'action, puisque si on se dit, elle est passée de 200 à 260 en quelques années, oui, mais si derrière il y a eu une dilution x10, réellement, c'est pas ça qui s'est passé, ça aurait été beaucoup plus important le prix de l'action. Moi, j'aime bien voir la market cap pour justement avoir le vrai prix, la vraie croissance de ce que le marché pense et anticipe. Donc, on voit bien on est passé de là de 44 milliards et quelques à aujourd'hui 856 milliards. C'est beaucoup et en même temps, c'est peu pour une entreprise qui peut grandir et peut doubler un chiffre tous les 5 ou 10 ans. Donc, à voir ce que diront la lecture des rapports financiers ou la présentation ou même les analyses d'autres cabinets. Mais pour l'instant, pour moi, cette entreprise est chère, elle est très chère.
Je la mets dans la watchlist quand même parce que quand on voit les marges qu'on peut faire, la croissance du chiffre d'affaires et les marges qui sont élevées pour un constructeur de véhicules, même si on verra plus tard que ce n'est pas exactement ça, mais globalement, c'est une entreprise qui sait y faire dans son domaine, qui sait grandir, mais elle est relativement chère aujourd'hui pour ce que c'est. Donc, de mon point de vue, très bonne entreprise à regarder en plus en profondeur parce que les ratios sont bons, mais un peu chers. Donc, allez voir les rapports financiers pour pour voir si la croissance va être au rendez-vous et si elle va l'être, ça peut être le moment d'investir. Si en revanche elle ne l'est pas, que c'est une croissance molle, on considérera que cette entreprise est trop chère pour ce que c'est et on attendra éventuellement une redescente ici lors d'une récession, d'un crack, d'une mauvaise nouvelle et peut-être que là on aura des PER qui sont acceptables. Donc l'idée est de savoir si aujourd'hui un PER ici aujourd'hui est justifié de 100 et quelques parce que les bénéfices vont ne faire que doubler dans les années à venir ou si on est définitivement trop cher parce que la croissance va être là, oui, mais molle, donc aujourd'hui c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de Tesla, on essaiera d'avancer un petit peu plus. Je ne ferai peut-être pas une analyse complète parce que ça peut être très long, il peut y en avoir pour plusieurs heures et ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Je pense que j'ouvrirai quelque chose, un canal un peu plus privé, alors, gratuit évidemment, mais un canal un peu plus privé sur YouTube avec peut-être des vidéos privées. Je verrai comment ça se passe, je verrai selon les demandes, je verrai selon les commentaires, etc. Mais je pense que je ferai une petite synthèse la prochaine fois, un premier portrait pour brosser, pour voir si Tesla peut ou mérite d'être dans une watchlist, et une watchlist prête à l'achat ou pas. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!